Elle tremblait à côté du lit d'hôpital, observant l'homme immobile. Il était dans le coma depuis des mois, et elle venait d'être vendue pour s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il meure. Sa propre famille l'avait livrée comme une marchandise, et maintenant elle était là, prisonnière du destin d'un inconnu qui ne se réveillerait peut-être jamais. « Vous resterez ici et vous prendrez soin de mon fils », dit Béatrice Durand, la mère du millionnaire, en ajustant son collier de perles tout en examinant Léa de la tête aux pieds comme on évalue un produit. La chambre sentait le désinfectant et les fleurs coûteuses qui commençaient déjà à faner dans les vases en cristal. Léa serra les poings si fort qu'elle sentit ses ongles s'enfoncer dans sa paume. Elle voulait hurler, s'enfuir, disparaître de cet endroit, mais elle n'avait nulle part où aller. Son père avait empoché l'argent et s'était volatilisé avant même qu'elle n'arrive à l'hôpital. 30 000 € pour une fille, c'était le prix qu'il avait estimé pour payer ses dettes de jeu. « Oui, madame », répondit-elle à voix basse, un souffle presque perdu parmi les bips monotones des appareils environnants. Béatrice esquissa un sourire glacial, le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. « Parfait. Vous le nourrirez par la sonde, vous changerez les draps, vous ferez sa toilette, vous lui parlerez comme s'il était réveillé. Les médecins disent que ça aide. » Elle attrapa son sac à main de luxe et se dirigea vers la porte, s'arrêtant juste avant de sortir. « Et surtout, vous garderez espoir. Parce que si mon Raphaël meurt avant de se réveiller, considérez que votre père devra rembourser jusqu'au dernier centime. » La porte se referma dans un clic feutré et Léa resta seule avec l'inconnu dans le lit. Raphaël Durand avait 32 ans, un beau visage même dans sa pâleur, des cheveux sombres coiffés en arrière. Des tubes entraient et sortaient de son corps comme les racines d'un arbre mécanique. Il semblait bien trop paisible pour quelqu'un qui avait le pouvoir de détruire des vies. Elle s'approcha lentement et s'assit sur la chaise à côté du lit. Ses mains tremblaient tandis qu'elle prenait le dossier que l'infirmière avait laissé, un relevé des signes vitaux, des médicaments, des horaires. Tout était planifié, contrôlé, sans place pour l'humanité. « Bonjour », murmura-t-elle, se sentant idiote de parler à quelqu'un qui ne pouvait pas répondre. « Je suis Léa, et je n'avais pas envie d'être ici. » L'aveu lui avait échappé, avant qu'elle ne puisse le retenir. Le silence était lourd, rompu seulement par les machines, et le son étouffé des pas dans le couloir. Elle regarda la main de Raphaël sur le drap blanc, de longs doigts, immobiles, froids. Sans réfléchir, elle tendit sa propre main et l'effleura légèrement, juste du bout des doigts, et c'est à ce moment-là que cela se produisit. Les doigts de Raphaël bougèrent. Léa retira sa main comme si elle s'était brûlée, le cœur battant à tout rompre, les yeux écarquillés. Elle resta paralysée, observant, attendant de voir si elle avait imaginé. Les secondes s'écoulèrent comme des heures, et puis, doucement, une larme coula du coin de l'œil clos de Raphaël, glissant sur son visage pâle, jusqu'à mouiller l'oreiller. Il ressentait, il savait qu'elle était là. Léa se leva de sa chaise si brusquement qu'elle faillit renverser le porte-sérum. Son premier réflexe fut de crier à l'aide, mais sa voix se bloqua dans sa gorge. Elle resta là, immobile, tremblante, fixant ce visage qui ne semblait plus si figé. La larme brillait encore sur sa peau, preuve qu'elle n'avait rien inventé. « Vous m'entendez ?» Les mots sortirent comme un murmure brisé. Elle s'approcha de nouveau, lentement, comme on s'approche d'une chose à la fois sacrée et effrayante. Rien. Il gardait les yeux fermés, respirant grâce à la machine. Mais cette larme, cette satanée larme, changeait tout. Léa tendit à nouveau la main, hésitante, et toucha ses doigts. Cette fois, elle attendit, comptant les secondes dans sa tête. 1, 2, 3, 4... Et au compte de 5, les doigts de Raphaël se courbèrent légèrement, comme s'ils essayaient d'agripper les siens. Son cœur s'emballa. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, alors que ses propres larmes commençaient à lui brûler les yeux. Elle serra sa main plus fermement et sentit, faible, presque imperceptible, une pression en retour. La porte s'ouvrit soudainement, et Léa lâcha la main, comme si on l'avait surprise en faute. L'infirmière Martine entra avec un plateau de médicaments, fronçant les sourcils en voyant l'expression de Léa. « Tout va bien ici ?»
Martine avait une cinquantaine d'années, les cheveux gris relevés en un chignon strict, des yeux qui en avaient trop vu dans cet hôpital. Il a bougé, dit Léa trop vite, les mots se bousculant. Ses doigts. Et il y a eu une larme, je vous jure que je l'ai vu. Martine soupira, ce genre de soupir las de quelqu'un qui a entendu la même histoire 1000 fois. Elle posa le plateau sur la table de chevet et vérifia les moniteurs. « Ma petite, parfois le corps a des spasmes involontaires. Cela ne signifie pas qu'il est conscient. Mais je l'ai touché et il a répondu. Un réflexe. » Martine ajusta le goutte à goutte de la perfusion sans regarder Léa. Ça arrive, surtout quand quelqu'un le touche pour la première fois. Le corps réagit au stimulus, mais ce n'est pas intentionnel. Léa sentit la frustration lui monter à la gorge. Et l'alarme, c'est aussi un réflexe. Ce peut être la sécheresse oculaire. Parfois, les yeux produisent des larmes même fermées pour rester humides. Martine la regarda enfin avec une expression mêlée de pitié et d'une pointe d'impatience. « Écoutez, je sais que c'est difficile d'être ici à s'occuper de quelqu'un qu'on connaît à peine. Madame Durand m'a parlé de votre situation. Mais vous faire de fausses joies ne fera qu'empirer les choses. » Ces mots furent comme une gifle. Léa se mordit la lèvre et détourna le regard. Évidemment, la mère du millionnaire avait déjà raconté à tout le monde qu'elle était la fille vendue, la marchandise achetée pour surveiller un corps jusqu'à ce qu'il pourrisse ou se réveille. « Compris, dit-elle, la voix soudainement froide. Martine termina ses vérifications et sortit, laissant à nouveau Léa seule. Elle retourna s'asseoir, mais cette fois, elle ne toucha pas Raphaël. Elle se contenta d'observer son visage, cherchant le moindre signe de mouvement, la moindre preuve qu'elle n'était pas en train de devenir folle. Les heures passèrent. La lumière du soleil commença à filtrer par la fenêtre, dessinant des rayures sur le sol blanc. Léa allait bientôt devoir faire sa toilette. L'infirmière avait laissé des instructions détaillées. L'idée de toucher un inconnu de cette façon, à la fois intime et clinique, lui retournait l'estomac. Elle prit la cuvette d'eau tiède et les serviettes propres. Elle s'approcha du lit, inspira profondément et commença à lui nettoyer le visage avec soin. Sa peau était chaude, douce sous le gant de toilette humide. Il avait une petite cicatrice près du sourcil droit, presque invisible, des traces d'une ancienne acné sur le menton, des signes qu'il avait été humain, réel, avant de devenir cette version immobile de lui-même. « Désolé », murmura-t-elle en lui nettoyant le cou. « Je sais que vous n'avez pas choisi ça, moi non plus. » Et ce fut en lui touchant l'arrière de l'oreille que cela se produisit à nouveau. Un frémissement parcourut son corps, si subtil qu'elle faillit le manquer, mais elle était aux aguets maintenant, tous ses sens en alerte. Les muscles de son cou se tendirent. Sa respiration, prisonnière de la machine, sembla changer de rythme pendant une seconde. Léa laissa tomber le gant dans la cuvette et posa sa main sur sa poitrine, sentant les battements de son cœur. Ils étaient plus rapides. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour que les moniteurs commencent à biper différemment. « Raphaël ?» Elle l'appela doucement, se penchant vers lui. « Si vous m'entendez, essayez encore. Bougez la main, faites n'importe quoi. » Silence. Juste les bips constants et le vrombissement de la climatisation. Et puis lentement, si lentement qu'elle crut voir des choses, sa tête tourna, de quelques millimètres, presque rien. Mais elle tourna dans la direction de sa voix. Léa recula, la main sur la bouche, le cœur lui explosant dans la poitrine. Ce n'était pas un réflexe. Ce n'était pas possible. La porte s'ouvrit encore, mais c'était cette fois le docteur Henry, le neurologue chargé du dossier. Il était jeune, portait des lunettes à monture fine et avait un air bien trop sérieux pour son âge. « Comment va le patient aujourd'hui ?» demanda-t-il, consultant déjà sa tablette avec les signes vitaux. « Docteur », dit Léa rapidement en s'approchant. « Il réagit. Je l'ai vu bouger. 2 fois. Et il a tourné la tête quand j'ai parlé. » Le docteur Henry leva les yeux de sa tablette, étudiant Léa avec attention. « Vous êtes la nouvelle aide-soignante ?»« Oui. Mais peu importe, vous devez l'examiner. Quelque chose est en train de changer. » Le médecin soupira, ce même soupir las que l'infirmière, et s'approcha du lit. Il prit une petite lampe et souleva les paupières de Raphaël, vérifiant ses pupilles.
Il testa les réflexes de ses genoux. Il appuya sur ses ongles. Il suivit tout un protocole qui semblait rodé. Aucun changement dans les réflexes neurologiques, dit-il finalement. Les mouvements que vous avez vus peuvent être des myoclonies, des spasmes musculaires involontaires courants chez les patients en coma prolongé. Mais il a pleuré et il m'a serré la main. Mademoiselle, il marqua une pause, attendant son nom. Léa. Mademoiselle Léa, je comprends que cette position soit troublante, mais il est important que vous compreniez l'état de Monsieur Durand. Il a subi un traumatisme crânien sévère il y a 7 mois. Les chances de récupération neurologique complète sont statistiquement faibles. Ce que vous interprétez comme de la conscience ne sont que des réponses automatiques du tronc cérébral. Les mots étaient cliniques, froids, définitifs. Mais Léa regarda Raphaël et vit la vérité que les médecins ne pouvaient pas voir. Il était là, à l'intérieur, prisonnier, luttant pour sortir. Et si j'avais raison, lança-t-elle, s'étonnant elle-même de la fermeté de sa voix. Et s'il essayait vraiment de se réveiller? Le docteur Henry ferma sa tablette. S'il y a un réel changement dans les signes vitaux ou les réflexes, l'équipe le remarquera. Pour l'instant, faites votre travail et laissez la médecine faire le sien. Il sortit et Léa resta debout près du lit, les mains tremblant de colère et de frustration. Tout le monde pensait qu'elle avait des hallucinations. Peut-être était-ce le cas. Peut-être que le désespoir de sa situation faussait sa perception. Mais quand elle baissa les yeux et vit les doigts de Raphaël se plier à nouveau, lentement, délibérément, comme s'il cherchait quelque chose, elle sut, il se réveillait. Et elle était la seule à y croire. 3 jours. Léa passa 3 jours à collecter des preuves silencieuses que personne d'autre ne voulait voir. Chaque mouvement de Raphaël, chaque changement dans sa respiration, chaque larme. Elle enregistrait tout sur son téléphone avec de courtes vidéos, des photos de ses yeux, des notes sur les heures. Il lui fallait des preuves. Quelque chose que même les médecins ne pourraient ignorer. L'après-midi du 3e jour, elle prit son courage à 2 mains et entra dans le bureau des infirmières où Martine remplissait de la paperasse. « Je dois vous montrer quelque chose », dit Léa en lui tendant le téléphone. « Regardez ces vidéos, dans l'ordre chronologique. » Martine chaussa ses lunettes et appuya sur « Lecture ». 3 minutes d'enregistrement. Raphaël fermant la main quand Léa touchait sa paume, ouvrant les doigts lentement, les refermant, cette fois en serrant un peu plus fort. L'infirmière enleva ses lunettes et se frotta les yeux. « Léa, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un réflexe. Il répond aux stimuli spécifiques de ma voix et de mon contact. Même si c'était vrai, et je ne dis pas que ça l'est, vous ne pouvez pas poser de diagnostic. Vous n'êtes pas médecin. Mais c'est une preuve suffisante pour appeler le médecin, n'est-ce pas ?» Martine soupira lourdement. Elle regarda Léa avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion, mais aussi à de l'agacement. « Ma petite, je travaille dans cet hôpital depuis 22 ans. J'ai vu des gens sortir du coma. J'en ai aussi vu d'autres tout gâchés à attendre des miracles qui n'arrivent jamais. Vous devez vous protéger émotionnellement. Je ne me fais pas de faux espoirs. Je vois la réalité. La réalité, c'est qu'un homme a subi un traumatisme crânien grave et a moins de 5% de chances de se réveiller. Et l'autre réalité, c'est que votre vie entière est suspendue à ce pourcentage impossible. » Martine lui rendit le téléphone. « Je préviendrai le docteur Henry, mais je ne promets pas qu'il changera d'avis. » Quand le médecin arriva 1 heure plus tard, il répéta toute la procédure. Examen neurologique standard, données de la tablette, conclusion prévisible, aucun changement significatif. Mais cette fois, alors qu'il vérifiait, quelque chose de différent se produisit. La mère de Raphaël entra. Béatrice Durand portait une robe en lin blanc, des lunettes de soleil bien qu'elles soient à l'intérieur, et un parfum entêtant qui envahit la pièce. Elle ignora complètement Léa et se dirigea droit vers son fils. « Mon chéri », murmura-t-elle, prenant sa main avec une douceur dont personne ne l'aurait cru capable. « Maman est là. » Et Raphaël contracta sa main. Ce n'était pas un spasme, ce n'était pas involontaire. C'était une réponse directe, presque violente, à la voix de sa mère. Les moniteurs se mirent à biper plus vite.
Le docteur Henry leva les yeux, surpris. « Il a fait ça ?» demanda Béatrice, regardant le médecin comme si elle attendait des explications. « Mouvement moteur correspondant à un stimulus auditif », dit Henry en tapotant sur sa tablette. « Intéressant. Mademoiselle Léa a mentionné des réponses similaires ces derniers jours. » Béatrice se tourna vers Léa comme si elle remarquait son existence pour la première fois. « Vous l'avez touché ?»« Oui, souvent. » Il réagit. La mère du millionnaire eut une expression difficile à déchiffrer. Elle reporta son attention sur Raphaël et serra sa main plus fort. « Raphaël, mon chéri, c'est maman. Tu m'entends ?» Ses doigts se courbèrent à nouveau. Béatrice prit une grande inspiration et pendant une seconde parut authentiquement humaine. Puis le masque de froideur revint. « Docteur Henry, j'ai besoin de vous parler en privé. » Ils sortirent de la chambre, laissant Léa seule avec Raphaël. Elle s'approcha, tremblante, et lui toucha le visage. Cette fois, la contraction se produisit dans les muscles de sa mâchoire, minime mais contrôlée. Une demi-heure plus tard, quand le docteur Henry revint, il était accompagné. Un médecin différent, plus âgé, cheveux poivre et sel, avec un accent suggérant une formation à l'étranger. « Voici le docteur Paul Simon », le présenta Henry, spécialiste de la rééducation des patients comateux. La mère de M. Durand l'a engagé pour une évaluation indépendante. Léa sentit son cœur s'accélérer. Béatrice investissait. Béatrice y croyait. Ou alors Béatrice voulait se préparer à perdre. Le docteur Simon effectua des tests différents, plus poussés. Il passa des instruments sous les pieds de Raphaël en observant ses réactions. Il plaça des images devant ses yeux, bien qu'ils soient fermés. Il toucha différentes parties de son corps en l'appelant d'un ton ferme. Et au milieu de l'un de ces tests, alors que le docteur Simon touchait la tempe de Raphaël en disant « Raphaël, réveillez-vous », ses paupières tressaillirent. Elles ne s'ouvrirent pas, mais elles tressaillirent. « Il y a eu un mouvement des paupières », confirma Simon, et même Henry parut surpris. « Mes félicitations, mademoiselle. Vos observations ont peut-être été cruciales. » Léa regarda Raphaël et vit la vérité évidente sur son visage immobile. Il se réveillait. Et personne ne savait ce que cela signifierait quand il le ferait enfin. Les 2 jours suivants furent une sorte de frénésie contrôlée. Le docteur Simon se mit à venir quotidiennement, apportant du matériel spécialisé, effectuant des tests de plus en plus pointus. Béatrice apparaissait à des heures imprévisibles, toujours en fin d'après-midi, toujours avec son expression indéchiffrable. Et Léa restait là, au milieu, observant son monde se transformer. Elle remarqua que Raphaël réagissait mieux quand c'était elle qui parlait. Pas quand sa mère parlait, pas quand les médecins l'appelaient, quand c'était Léa. Sa voix semblait être l'encre qui le ramenait de l'obscurité. Et Béatrice le remarqua aussi. Les yeux froids de la mère se plissaient un peu plus chaque fois que Raphaël bougeait pour Léa, et non pour elle. Jeudi soir, Léa était seule avec Raphaël quand elle décida de tenter quelque chose. Elle approcha sa chaise tout contre le lit, prit sa main et la plaça contre sa propre joue. « Vous devez vous réveiller maintenant », murmura-t-elle, laissant le désespoir transparaître dans chaque mot. « Pas parce que les médecins le veulent, pas parce que votre mère le veut, mais parce que vous devez savoir la vérité sur moi, sur comment je suis arrivé ici. Vous méritez de savoir qui est la personne qui a été votre premier contact avec le monde à nouveau. » Les yeux de Raphaël tressaillirent encore. Les muscles de son cou se tendirent. La respiration s'accéléra, visible maintenant sur le graphique des machines. « J'ai été vendu, Raphaël. Mon propre père m'a vendu. Pour m'occuper de vous. Je ne suis pas infirmière. Je ne suis pas bénévole. Je suis une propriété qu'on a achetée. » Sa voix se brisa. « Mais quand vous m'avez serré la main, quand cette larme a coulé, vous avez été la première personne ici à me voir comme un être humain. Alors, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous et aidez-moi à prouver que tout cela est réel. » Le respirateur artificiel augmenta sa cadence. Des alarmes se mirent à sonner. Léa se leva, effrayée d'être allée trop loin, au moment où Martine entra en courant. « Lâchez-le, retirez votre main !» ordonna-t-elle en poussant Léa sur le côté. « Je n'ai rien fait, il a juste commencé. Écartez-vous !» Martine vérifiait les moniteurs, parlant dans son talkie-walkie.
Nous avons une altération significative des signes vitaux de Durand, tension en hausse, rythme cardiaque accéléré, respiration irrégulière. En quelques minutes, la chambre fut pleine. Le docteur Simon, le docteur Henry, une troisième infirmière. Ils s'activaient avec précision, vérifiant les tubes, ajustant les médicaments, consultant leurs tablettes. Béatrice apparut à l'entrée de la chambre et son expression devint quelque chose que Léa n'avait jamais vu, de la pure terreur. « Il se réveille », dit Simon en regardant les graphiques. « Les signes suggèrent une activité neurologique en hausse significative. C'est peut-être une crise ou il essaie peut-être de se réveiller », compléta Henri. Béatrice entra dans la pièce d'un pas ferme, bousculant Léa pour l'éloigner de Raphaël. « Sortez !» ordonna-t-elle en désignant la porte. « Madame, elle pourrait être importante pour votre fils en ce moment, » commença Simon. « J'ai dit de sortir !» Léa fut chassée de la chambre. Elle resta dans le couloir de l'hôpital, les mains tremblantes, regardant la scène de chaos maîtrisée à travers la porte vitrée. Raphaël bougeait davantage maintenant. Ses bras se contractaient, sa tête tournait d'un côté à l'autre. C'était comme le voir se débattre contre des chaînes invisibles. Et puis, alors que tout semblait se calmer, que les machines commençaient à normaliser leur rythme, Raphaël fit quelque chose qui glaça tout le monde. Il ouvrit les yeux, pas complètement. Juste une fente, juste assez pour montrer que la conscience était là, luttant pour émerger. Ses yeux bougèrent, cherchant, fouillant. Ils passèrent sur le docteur Simon, sur Henri, sur Béatrice. Et quand les yeux de Raphaël atteignirent la porte vitrée, quand ils virent Léa dans le couloir, ses pupilles se fixèrent, se dilatèrent, et un son sortit de sa gorge, quelque chose entre un murmure et un gémissement, étouffé par le tube respiratoire. Béatrice se leva brusquement, bloquant la ligne de mire entre Raphaël et Léa. « Non !» dit-elle, sa voix glaciale. Mais c'était trop tard. Raphaël l'avait vue. Et maintenant, avec chaque fibre de son être revenant à la vie, il n'y avait qu'une seule personne dans cette pièce qu'il voulait. Ce n'était pas sa mère, et Béatrice le savait. La tension explosa lorsque la mère se tourna vers Léa avec un regard meurtrier. À cet instant, toute prétention de civilité disparut. Cette femme avait acheté une fille abandonnée comme garde-malade, s'attendant à ce qu'elle soit invisible, qu'elle serve sans exister. Mais Raphaël s'était réveillé et il ne voyait pas la domestique. Il voyait la seule personne qu'il avait maintenue connectée au monde, alors que tous les autres le croyaient perdu. Béatrice se dirigea vers la porte et la ferma violemment, barrant la vue à Léa. Personne ne sort, personne n'entre. Annulez tous les rapports de l'infirmière Martine. Et que quelqu'un m'apporte les papiers du contrat de cette traînée. La bataille avait commencé. Et Raphaël, se réveillant enfin, serait le trophée pour lequel elle se battrait. Léa était dans le couloir quand Béatrice sortit de la chambre en claquant la porte. Les yeux de la mère du millionnaire n'étaient de plus que venin, son masque de civilité envolé. Elle marcha sur Léa et l'attrapa par le bras, ses ongles s'enfonçant dans sa chair. « Vous vous croyez maligne, n'est-ce pas ?» siffla-t-elle. « Vous pensiez pouvoir manipuler mon fils pendant qu'il était sans défense. Je n'ai manipulé personne, j'ai juste... Vous l'avez ensorcelé. Vous, une servante vendue, une marchandise au rabais, vous avez réussi à vous infiltrer dans son esprit avant même qu'il ne se réveille. Il était conscient, madame. Il m'a choisi. » Béatrice l'attira plus près, son visage à quelques centimètres. « Vous ne comprenez toujours pas, Raphaël est millionnaire. Raphaël, c'est le pouvoir, c'est un héritage, une position, de l'influence. Et vous n'êtes qu'une prostituée que son père a vendue pour de l'argent. » Elle lâcha le bras de Léa avec mépris. « J'ai les meilleurs avocats du pays, j'ai la police à ma botte. Vous croyez vraiment que vous pouvez gagner contre Béatrice Durand? Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de Raphaël, de ce qu'il veut. Ce que Raphaël veut, c'est ce que je dis qu'il veut. » La voix de Béatrice résonna dans le couloir vide. « Vous allez disparaître d'ici. Je vais annuler votre contrat. Je m'assurerai que vous ne trouviez jamais de travail dans aucun hôpital de ce pays, et vous retournerez au dépotoir d'où vous venez. » La porte s'ouvrit. C'était le docteur Simon, l'air inquiet. « Mademoiselle, je dois vous demander, à vous et à la mère du patient, de me suivre. Raphaël veut vous parler.
à toutes les deux. Béatrice sourit, ce sourire victorieux qui n'atteignait pas ses yeux. Bien sûr qu'il le veut. Venez, allons voir mon fils comprendre enfin qui compte vraiment dans sa vie. Elles entrèrent ensemble dans la chambre. Raphaël était maintenant semi-assis, les yeux ouverts, rougi par les larmes. Le tube respiratoire avait été retiré et sa première vraie respiration, celle qui sortit seule de ses poumons, fut pour appeler un nom. « Léa !» dit-il d'une voix rauque, « parlez-moi de silence, ses yeux ne cherchant qu'elle. » Béatrice se plaça entre eux. « Mon chéri, tu es confus, le manque d'oxygène t'a désorienté. Cette fille n'est qu'une infirmière. »« Non !» l'interrompit Raphaël, sa main cherchant celle de Léa, malgré l'obstacle de sa mère. « J'ai tout entendu, ces derniers mois, tous ces mois, chaque mot qu'elle a dit, chaque fois qu'elle m'a touché. Pendant que vous pensiez tous que j'étais perdu, elle a été la seule à croire que j'étais encore là. Raphaël, mon chéri, toi, tu parlais sans cesse de tes affaires, de comment elles seraient ruinées si je ne me réveillais pas, de comment l'assurance ne paierait que si je me réveillais. Tu pensais que je n'entendais pas, mais j'entendais tout. Le silence dans la pièce devint lourd comme du plomb. Je t'ai entendu appeler tes avocats pour planifier ma mise sous tutelle. Je t'ai entendu vendre des actions de l'entreprise. Je t'ai entendu te choisir une nouvelle petite amie, lui racontant que dans quelques mois, elle serait une riche veuve. Béatrice devint livide. C'est absurde, tu délires. Les médecins ont dit... Les médecins n'étaient pas là 24 heures sur 24 comme Léa. Elle m'a fait la lecture. Elle m'a murmuré son histoire à elle. Elle a été vraie quand tout le monde faisait semblant. Raphaël tendit la main vers Léa, passant outre sa mère comme si elle était invisible. « Viens ici !» Léa s'avança vers lui, en faisant attention à ne pas faire de mouvements brusques. Quand leurs doigts se touchèrent, Raphaël serra fort, comme s'il s'accrochait à la vie. « Tu m'as sauvé !» murmura-t-il. « Avant même de me réveiller, tu m'avais déjà sauvé. » Béatrice tenta d'intervenir, mais le docteur Simon posa une main sur son épaule. « Madame Durand, nous devons parler de ce que Raphaël a dit au médecin pendant que vous étiez sortis. Il a fait des allégations très graves. Les allégations d'un homme drogué, confus. Mon fils a demandé que la police soit appelée, compléta Simon. Il souhaite faire une déposition officielle pour négligence criminelle, fraude à l'assurance et tentative d'homicide par mauvaise gestion de ses soins. Béatrice cligna des yeux. Une fois, deux fois. Le sol se dérobait sous ses pieds. Et Raphaël, tenant fermement la main de Léa, lui murmurait « Tu ne seras plus jamais vendu, tu n'appartiendras plus à personne, je m'en assure. » Des larmes coulèrent sur le visage de Léa, pas des larmes de désespoir cette fois, mais de quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti, la possibilité de la liberté. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement et deux agents de police entrèrent en uniforme, dossier à la main. Béatrice se leva, son visage passant du blanc au violet en quelques secondes. Elle tenta de sortir, mais l'un des agents lui barra le passage. « Madame Béatrice Durand, vous devez nous suivre pour une déposition, » dit le policier d'une voix officielle et froide. « Sur quelle base? Je suis sa mère, j'ai des droits. »« Vous avez le droit de garder le silence, » commença le second agent, et Béatrice comprit enfin qu'il n'y avait plus d'échappatoire élégante. Alors qu'il l'emmenait, elle se tourna vers Raphaël avec un désespoir authentique dans les yeux. « Mon chéri, tu ne comprends pas ce que tu fais. Cette fille, elle va te manipuler, elle va... »« Mère !» l'interrompit Raphaël, sa voix toujours faible mais ferme. « Tu as essayé de me tuer. Tu as réduit mes soins parce que l'assurance ne payait que si je me réveillais. Tu prévoyais de vendre ma société pendant que j'étais incapable de la défendre. Et tu as tout mis sur le dos d'une jeune fille que tu as achetée comme une esclave. » Le silence qui suivit fut absolu. Béatrice fut conduite à l'extérieur, et la porte se referma. Raphaël expira l'air qu'il semblait retenir, son corps secoué par l'effort. Léa lui prit l'autre bras, le soutenant alors qu'il commençait à pleurer, non plus des larmes silencieuses, mais des sanglots profonds de quelqu'un qui venait de perdre sa mère en découvrant qui elle était vraiment. « Désolé, » murmura-t-elle, essayant de le réconforter sans savoir comment. « Non, ne t'excuse pas, » dit Raphaël en se tournant vers elle, les yeux rouges.
Tu n'as rien fait d'autre que de me sauver la vie. 2 fois. Une fois pendant le coma et maintenant en me ramenant à la réalité. Le docteur Simon revint, l'air grave, un dossier à la main. Raphaël, nous avons trouvé quelque chose. Quand vous vous êtes réveillé et avez commencé à parler, vous avez mentionné certains détails sur l'accident. Des détails que seule la personne qui l'a causé pouvait connaître. Le cœur de Léa s'emballa. Raphaël se raidit à côté d'elle. Selon les rapports de l'époque, vous avez fait une chute accidentelle du balcon de l'appartement de votre mère, classé comme accident domestique. Mais vous venez de dire aux agents qu'elle vous a poussé lors d'une dispute au sujet de vos petites amies, de votre désir de vivre votre propre vie, de faire vos propres choix. Raphaël inspira profondément. Oui, je venais de lui dire que je voulais quitter la maison, que j'avais mon propre appartement en rénovation. Elle m'a dit que j'étais un raté, que j'avais besoin d'elle, que personne ne me supporterait sans son influence. Quand je l'ai contredite, quand j'ai dit que je voulais ma liberté, il marqua une pause, la douleur traversant son visage. Elle m'a poussé. Ce n'était pas un accident. Léa lui serra la main, comprenant enfin toute l'ampleur de la situation. La police enquête sur les dossiers médicaux, les rapports de police initiaux, les caméras de sécurité. Il est prouvé qu'une caméra a été désactivée cette nuit-là. Béatrice avait assez d'influence pour étouffer la vérité à l'époque. Elle a tenté de me tuer, dit Raphaël, la réalité du crime devenue limpide. Et quand ça n'a pas marché, elle a réessayé en me laissant mourir lentement dans ce lit. Les jours suivants furent un tourbillon. La police ouvrit des enquêtes officielles. Les avocats défilèrent. Béatrice fut inculpée de tentative d'homicide, de négligence criminelle et de fraude à l'assurance. Les affaires de Raphaël furent gelées pour enquêter sur la mauvaise gestion pendant son incapacité. Mais dans la chambre d'hôpital, tandis que Raphaël récupérait physiquement, une autre histoire s'écrivait. Il demanda à parler au chef des ressources humaines de l'hôpital. Il demanda des informations sur Léa, son vrai nom, son passé, tout. Et puis, le 5e jour après son réveil, Raphaël demanda à Léa de s'asseoir près de lui. « J'ai retrouvé ton père », dit-il simplement. Léa se figea. « Il est toujours endetté. Une somme considérable. Les intérêts s'accumulent. Il a plus de problèmes que lorsqu'il t'a vendu. »« Comment as-tu... » commença Léa, mais Raphaël leva la main. « J'ai des ressources. J'ai accès à des informations. Et j'ai une raison d'enquêter parce que... » Il inspira. « Parce que je veux changer ta vie complètement. Pas comme garde-malade, pas comme marchandise, comme un choix. Raphaël, je ne peux pas accepter. J'ai déjà payé tes dettes, celles de ton père aussi. Et j'ai annulé le contrat que ta mère avait signé avec moi. Tu es libre, Léa. Complètement libre. » Léa sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. « Mais il y a quelque chose que tu peux choisir de faire, » continua Raphaël en lui serrant la main. « Rester, pas parce que tu en as besoin, pas parce que tu as été vendu, mais parce que tu décides de le vouloir. Et quand elle dit oui, non pas parce qu'elle le devait, mais parce que finalement, pour la première fois de sa vie, elle pouvait choisir. » Raphaël sourit d'une manière qui suggérait qu'il s'était éveillé à bien plus qu'à la conscience. Il s'était éveillé à l'amour. Une semaine s'était écoulée depuis que Béatrice avait été emmenée. Une semaine où Léa se réveillait en pensant qu'elle était encore dans ce lit d'hôpital, pour découvrir que tout était réel. Raphaël était toujours hospitalisé, mais chaque jour, il reprenait des forces. La kinésithérapie avait commencé, douloureuse, lente, mais visible. Ses doigts, par qui tout avait commencé, pouvaient maintenant tenir un verre. Ses poumons pouvaient respirer seuls pendant des heures. Martine revint dans la chambre le 3e jour après les événements. Elle ne regarda pas Léa avec le même scepticisme qu'avant. Il y avait quelque chose de nouveau dans les yeux de l'infirmière, de la reconnaissance peut-être, ou simplement l'acceptation qu'elle avait eu tort. « Vous aviez raison », dit simplement Martine en ajustant la perfusion de Raphaël. « J'ai vu les vidéos que la police a partagées, ses mouvements, ses réponses. Ce n'étaient pas des réflexes. » Léa se contenta de hocher la tête, ne voulant pas paraître arrogante. « Ta mère parle », commenta Raphaël, sa voix encore faible, mais gagnant en puissance. Les avocats de la police reconstituent ce qui s'est passé pendant ces 7 mois.
Elle a payé l'infirmière précédente pour qu'elle ne me change pas de position souvent. Elle a réduit mes apports nutritionnels. Elle éteignait même les moniteurs la nuit. L'horreur de cet aveu plana dans la pièce comme de la fumée. Les visites commencèrent ensuite. Des collègues de Raphaël, des gens qui le considéraient apparemment comme un ami, vinrent apporter des fleurs et découvrir qu'il se réveillerait vraiment. L'ambiance était étrange. Personne ne savait comment se comporter avec quelqu'un qui s'était réveillé du coma, qui avait découvert un complot de sa propre mère, qui avait été trahi par des gens en qui il avait confiance. Le 6e jour, un homme en costume coûteux entra dans la chambre. C'était Maître Dubois, l'un des principaux avocats de Raphaël. Il portait un épais dossier, lourd de papiers et de documents qui représentaient la vie que Raphaël essayait de reconstruire. « Nous avons terminé l'audit initial », dit Dubois en s'asseyant et en ouvrant le dossier. « Votre mère a effectué des virements d'une valeur de 6 millions d'euros depuis vos comptes. Les justifications étaient vagues, investissement personnel, propriété. Mais en réalité, elle préparait sa fuite. Il y avait de faux passeports à son nom, des comptes dans des paradis fiscaux. » Raphaël cligna lentement des yeux, assimilant l'information. Elle avait vraiment l'intention de disparaître. « Avec votre argent, et vraisemblablement en vous laissant mourir dans cet hôpital. » Dubois retira ses lunettes. « Légalement, vous avez raison de demander une action pénale maximale. Tentative d'homicide, fraude, vol qualifié. Elle va passer des décennies en prison. »« Et mes affaires ?» demanda Raphaël. « Gelées pour l'instant, mais récupérables. Celles qu'elle n'a pas transférées, et heureusement c'était la majorité, sont intactes. Vous devrez reprendre le contrôle légalement, mais il n'y a pas de contestation. Vous êtes le propriétaire. » Dubois se tourna vers Léa comme s'il la voyait pour la première fois. « Et vous devez être Léa. Raphaël a mentionné votre rôle dans tout cela. » Elle se contenta d'acquiescer, ne sachant que dire. « Techniquement, vous avez été victime de traite de personnes, d'exploitation. Vous avez vos propres droits. Raphaël aimerait vous offrir une compensation, en plus du paiement de vos dettes antérieures. »« Je n'ai pas besoin d'argent, » dit Léa, mais Raphaël lui serra la main. « Tu accepteras, » dit-il doucement. « Parce que tu mérites mieux qu'un contrat d'esclave. Tu mérites de pouvoir vivre ta propre vie, étudier si tu le veux, voyager, faire des choix qu'une fille vendue n'aurait jamais pu faire. » Le 7e jour, Raphaël obtint son autorisation de sortie pour un repos à domicile avec des kinésithérapeutes privés. La convalescence serait longue, ses muscles s'étaient atrophiés, son système nerveux se recalibrait, mais il était vivant, il était conscient, et il était libéré de sa mère. Léa l'aida à s'installer dans le fauteuil roulant. Il lui prit la main comme il l'avait fait si souvent. « Tu veux savoir le plus étrange ?» demanda Raphaël alors qu'il quittait l'hôpital. « Quand je me suis réveillé et que j'ai senti ta main, pendant une seconde, avant d'ouvrir les yeux, avant de voir le visage de qui que ce soit, je savais déjà qui tu étais, parce que tu as été le dernier visage que j'ai vu avant de tomber. Tu es celle qui m'a rappelé quand tous les autres avaient abandonné. » Léa le regarda, confuse. « Il y avait une photo de toi, » continua Raphaël, « dans le tiroir des contrats de mon bureau. Une photo que ma mère avait gardée, la photo de toi que ton père avait envoyée en faisant l'affaire. J'avais vu cette photo des jours avant l'accident. J'ai oublié ensuite, complètement. Mais pendant mon sommeil, je crois que mon cerveau n'a jamais oublié. Quand tu parlais, quand tu me touchais, je savais exactement qui tu étais. Tu veux dire que tu m'as reconnu, d'une certaine façon, pendant que tu étais dans le coma ? Je veux dire que tu as été mon ancre. Avant même de me réveiller, tu avais déjà réveillé quelque chose en moi. » Et tandis que la voiture privée les emmenait à travers la ville, Léa sentit pour la première fois de sa vie qu'elle n'était pas une marchandise. Elle n'était pas une propriété. Elle n'était pas un contrat. Elle était quelqu'un qui avait sauvé une vie et qui avait été sauvé en retour. 6 mois plus tard, Léa se réveillait dans un appartement qui était le sien. Vraiment le sien. Pas une location, pas un logement de fonction, une propriété avec un acte notarié à son nom complet. Les murs avaient les couleurs qu'elle avait choisies.
Les meubles venaient d'un catalogue qu'elle avait feuilleté pendant des heures, décidant seule de ce qu'elle voulait. C'était un concept si étrange, le choix, qu'il la laissait parfois encore paralysée. Elle étudiait maintenant. Les soins infirmiers, non par obligation, mais parce que durant ces mois aux côtés de Raphaël, elle avait découvert qu'elle voulait aider les gens. Aider vraiment, avec compétence, professionnalisme et dignité. L'université était chère, mais Raphaël avait insisté pour payer, non pas pour la contrôler, mais pour la soutenir. Parce que tu vas changer des vies, avait-il dit. Raphaël était en rééducation intensive quand elle se réveillait. Sa récupération avait été plus rapide que les médecins ne l'avaient prévu, mais il y avait encore du chemin à faire. Il marchait maintenant avec des béquilles, ses muscles se reconstruisant centimètre par centimètre. Il y avait des mauvais jours, des jours où les progrès semblaient illusoires. Mais il y avait aussi des jours où il parvenait à se tenir debout sans aide pendant quelques minutes, et ces jours-là, sa joie était contagieuse. Le tribunal avait condamné Béatrice. 22 ans de prison pour tentative d'homicide, fraude et négligence criminelle. Il y avait eu des appels, bien sûr, des avocats coûteux tentant de trouver des failles. Mais les preuves étaient irréfutables. Les dossiers médicaux qu'elle avait falsifiés, les caméras de sécurité qu'elle avait désactivées, les témoignages du personnel de l'hôpital, confirmant les instructions secrètes de réduire les soins. Béatrice avait commis ces crimes avec l'illusion de l'invincibilité, n'imaginant jamais que son propre fils se réveillerait pour témoigner contre elle. Léa avait été appelée à témoigner une fois. Elle avait dû revivre tout cela, la vente, les premiers jours de terreur, le réveil de Raphaël. Mais cette fois, elle l'avait fait en tant que femme libre, en tant que témoin, en tant que personne dont le témoignage comptait parce qu'elle avait choisi qu'il compte. Son père avait disparu. Les dettes étaient payées, mais il ne pouvait pas supporter la honte de savoir ce qu'il avait fait. Il s'était volatilisé dans une ville du Sud, disait-on. Léa ressentait toujours de la colère, cette colère brûlante qui ne pardonne pas facilement, mais aussi une forme d'acceptation. Certaines personnes ne méritaient pas de place dans son cœur reconstruit. Un jour, 3 mois après la sortie de Raphaël, Léa se rendit dans un hôpital différent. Pas comme patiente, pas comme aide-soignante sous contrat. Elle faisait du bénévolat, aidant dans une unité de convalescence pour des personnes ayant subi de graves traumatismes. C'était un travail éprouvant, lourd, mais profondément significatif. Et c'est là qu'elle vit une jeune fille. Elle avait 17 ans, était bien trop maigre, avec des yeux qui en avaient déjà trop vu. La fille était allongée sur un lit, blessée, se remettant de maltraitance. Et quand Léa entra dans la chambre, la fille se recroquevilla, comme si elle s'attendait à être frappée. Léa s'assit au bord du lit, avec précaution, respect, sans envahir son espace. « Je m'appelle Léa, je travaille ici, et je voulais savoir si tu avais besoin de quelque chose. »« Ça va, » répondit la fille de cette petite voix, de ceux qui ont appris à ne pas exister. Mais Léa reconnut cette voix. C'était la sienne, quelques mois plus tôt. Elle prit la main de la fille, doucement, lui permettant de refuser, et ne rencontra aucune résistance. La fille était affamée d'un contact humain qui ne soit pas violent. « Ce n'est pas de ta faute, » dit Léa, et elle vit le corps de la fille se détendre. « Quoi qu'il soit arrivé, quoi que l'on t'ait fait, tu n'es pas coupable. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de la fille. Après des semaines sans pleurer, elle lâchait enfin prise. Léa resta là, lui tenant la main, lui racontant sa propre histoire. Non pas pour l'effet dramatique, mais pour lui montrer qu'il y avait une issue, qu'il y avait un choix, qu'il y avait de l'espoir. Quand elle quitta l'hôpital ce jour-là, la fille lui avait demandé de revenir le lendemain, et Léa avait promis qu'elle reviendrait. Le soir, Raphaël l'attendait à la maison. Il avait préparé à manger lui-même, se déplaçant dans la cuisine avec une béquille, déterminé à regagner son indépendance par des actions petites mais significatives. Il y avait des fleurs sur la table, des bougies, une musique de fond. « C'est toi qui as fait tout ça ?» demanda Léa, surprise. « Oui, enfin, avec l'aide de certaines applications de livraison, » répondit Raphaël avec ce sourire qui la faisait toujours fondre. « Mais j'étais là, présent, choisissant chaque détail. Ils dînèrent et parlèrent de leur journée,
Quand Léa raconta l'histoire de la fille à l'hôpital, le fait de s'être reconnue dans ce corps brisé, Raphaël l'écouta avec une attention totale. « Tu l'as sauvée » dit-il. « Non, j'ai juste été honnête sur moi-même. C'est la même chose, c'est exactement comme ça que tu m'as sauvée. » Cette nuit-là, Léa se tenait sur le balcon de l'appartement, contemplant la ville. 6 mois plus tôt, elle était une propriété, une marchandise. Elle était invisible. Maintenant, elle avait un nom, un avenir, des choix. Et cette fille à l'hôpital se réveillerait demain et verrait Léa arriver. Non pas comme une garde-malade contrainte, mais comme l'espoir incarné. Comme la preuve vivante que les femmes vendues pouvaient reprendre leur vie en main. Raphaël s'approcha d'elle, l'enlaçant d'un bras. Ses muscles étaient encore faibles, mais ses doigts étaient forts. « Merci » murmura-t-il. « Pourquoi ?» demanda Léa. « D'être venu me chercher quand j'étais perdu. Et de continuer à me sauver chaque jour. » Et là, sur ce balcon, 2 personnes qui avaient été presque détruites par la cupidité et la cruauté trouvèrent de quelque chose que la société ne s'attendait pas à ce qu'elle trouve. La liberté d'être simplement humaine, d'être libre, d'être capable de choisir d'aimer. Si cette histoire vous a touché en plein cœur, si vous avez senti l'espoir de Léa renaître, alors laissez un j'aime. Parce que ce j'aime signifie que vous croyez que les histoires de personnes brisées peuvent être réparées, que la dignité humaine n'a pas de prix, que quelqu'un qui a été vendu peut redevenir libre. Ce j'aime est pour Léa, pour chaque femme qui a été réduite à l'état de marchandise et qui a retrouvé son chemin. Dites-nous maintenant dans les commentaires, depuis quelle ville nous regardez-vous ? Parce que je veux savoir dans combien d'endroits différents ce message d'espoir résonne. Je veux savoir qu'il y a des gens partout en France et dans le monde qui croient que personne ne mérite d'être vendu, que tout le monde mérite une seconde chance. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Parce qu'il y a d'autres histoires qui doivent être racontées, d'autres vies qui ont besoin d'espoir, d'autres personnes qui ont besoin de comprendre que l'esclavage moderne existe et que la rédemption existe aussi. Et lorsque vous vous abonnez, choisissez l'une des histoires qui s'affichent maintenant à l'écran. Choisissez celle qui vous a le plus ému, parce que chaque histoire est un cri, et chaque vue est quelqu'un qui entend ce cri.